tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'émission prenait de plus en plus d'ampleur, que les artistes se succédaient et surtout que les plus grandes stars venaient sur le plateau du Hit Machine. Avec De Chavannes, on a fait beaucoup de directs. Donc pour nous, c'était inimaginable de faire des émissions longues, enregistrées. Donc on enregistrait dans les conditions du direct. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Et après, j'ai confié ça à Lulu qui a écrit le reste et notamment... et lorsque vient l'ennui, moi je suce des cailloux, qui restera à mon avis gravé dans les annales de la chanson française. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Salut et bienvenue pour la 3e saison de l'Ombre des médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Pour démarrer cette nouvelle saison, je vous propose un moment de nostalgie puisque nous allons retrouver d'ici quelques instants Charlie qui va revenir pour nous sur la folle histoire du Hit Machine, célèbre émission diffusée chaque samedi matin sur M6 à la fin des années 90, début des années 2000. À cette époque, les plus grands artistes des scènes françaises et internationales se bousculaient pour participer à ce programme qui aura donc fait les belles heures de la petite chaîne qui monte. Juste avant de le retrouver, j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, que ce soit donc sur YouTube ou encore sur les plateformes de podcast. Et si vous appréciez le contenu proposé, n'oubliez pas de vous abonner pour être certain de ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, nous prenons tout de suite la direction du studio École de France à Issy-les-Moulineaux, là où nous attend Charlie. Bienvenue à vous dans l'Ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Alors bonjour Charlie et merci de nous accueillir aujourd'hui pour parler de l'histoire et surtout du succès du Hit Machine. Bonjour Laurent. Alors juste avant de parler de ce programme qui a accompagné toute une génération, notamment la mienne, comment te présenterais-tu à la génération suivante, donc celle qui n'a pas connu le Hit Machine ? Alors je dirais bonjour à tous. Je suis l'un des deux animateurs du Hit Machine. Le Hit Machine, c'était une émission populaire qui passait sur M6 tous les samedis matins. Et nous avons reçu, je crois, beaucoup d'artistes, qu'ils soient nationaux, internationaux, européens. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes se sont succédés sur le plateau du Hit Machine. Et on va remonter un petit peu dans le temps pour comprendre comment toi et Lulu en êtes arrivés à vous retrouver à la tête du Hit Machine, puisqu'à la base, rien ne vous prédestinait à devenir animateur de votre propre émission, ni toi ni Lulu d'ailleurs. La télévision, c'est quelque chose de très aléatoire, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut vous faire une proposition que vous acceptez ou non, et cela va du coup dépendre de plein de choses, et c'est ce qu'on appelle après une carrière qui se fait ou qui ne se fait pas ou qui se défait. Il se trouve que l'occasion nous a été proposée de présenter cette émission, qui était une petite émission sur une petite chaîne. M6 à l'époque était une petite chaîne, dès lors le slogan c'était la petite chaîne qui monte. Et nous sommes arrivés en nous disant, on va s'amuser, on va faire ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et en fait, tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'émission prenait de plus en plus d'ampleur, que les artistes se succédaient et surtout que les plus grandes stars venaient sur le plateau du Hit Machine à notre grande surprise au départ et à notre plus grand plaisir après. On va pas tout dévoiler maintenant, on en reparlera d'ici quelques instants, mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur les années de Chavannes et le avant Hit Machine, puisque c'est à cette époque que vous avez été repéré pour ensuite arriver sur M6. Alors le duo Charlie et Lulu, effectivement, débute en 1992, c'est pour vous dire, il y a longtemps, dans une émission qui s'appelait Coucou c'est nous, présentée par Christophe de Chavannes. Et nous étions déjà assistants, on travaillait comme assistants sur l'émission. Et comme c'était une nouvelle émission, parce qu'avant on travaillait sur Ciel Montmardi, et qu'il fallait créer donc ce nouvel access prime time, de Chavannes a eu l'idée de nous mettre à l'antenne, mais comme ça, entre deux couloirs, en nous disant tiens, voilà, vous allez venir faire, entre guillemets, les cons avec moi. Et on n'y croyait pas, parce que pour nous, c'était inimaginable que nous puissions faire de la télé. Et il se trouve que voilà, on a commencé à faire des pré-génériques avec lui, à faire des chansons. Et comme l'émission était en direct, on en faisait beaucoup.
Et voilà, et c'est un peu comme ça que le duo Charlie et Lulu, est né. Pour ensuite, effectivement, on nous a appelé d'abord pour aller à France 2, pour présenter une émission pour la jeunesse, et ensuite pour le fameux Hit Machine sur M6. Et donc après ces années de Chavannes, comme tu viens de le préciser, vous débarquez sur M6 pour animer ensemble le Hit Machine. Alors est-ce que c'était la condition pour venir sur M6 que vous soyez tous les deux à l'antenne ? L'idée, c'est que, en fait, il faut bien voir les choses. À la base, on est vraiment une paire de copains qui travaillent sur la même émission. Et ensuite, cette amitié, tout d'un coup, il y a l'antenne, donc avec Coucou c'est nous. Et donc voilà, nous sommes deux copains qui font de la télé. Et il est inimaginable pour nous de se dissocier parce qu'on se marre bien hors antenne. Donc on se dit qu'on va bien se marrer aussi à l'antenne. Donc pour nous, c'est une évidence. Et pour rappeler un petit peu le concept du Hit Machine, c'était une émission diffusée donc tous les samedis matins aux alentours de 10h20, 10h30 sur M6 qui nous présentait le classement des 20 meilleurs singles du moment. Alors comment se préparait de manière générale cette émission ? Alors en fait, il y avait une équipe qui préparait l'émission. Nous, on intervenait beaucoup sur la programmation, sur les décors, etc. On travaillait avec une chargée de production. Donc voilà, il y avait une vraie équipe autour de nous. Et on avait des envies, en fait. On disait, tiens, ce serait peut-être bien de faire ci ou de faire ça. Et puis surtout, ça s'articulait, je vais y arriver, autour d'artistes. Donc c'était ça, le truc, c'était avoir les artistes, ce qu'on pouvait faire avec eux. Bien sûr, on n'oubliait pas la promotion, mais c'était une espèce de grosse salade niçoise avec pas mal d'ingrédients. Et puis concernant le classement, du coup, comment était-il défini ? Alors le classement, en fait, c'était très simple. À l'époque, les radios avaient une vraie importance, et les télévisions aussi. Donc en fait, on donnait des coefficients. Donc coefficient 1 pour les passages radio, coefficient 2 pour les télévisions, ou le contraire, je crois, et ce qui donnait un résultat, et donc ce qui nous permettait d'avoir des invités. Mais il faut être honnête, le Hit Machine, on démarre comme ça et ça se passe super bien, sauf qu'au bout de la deuxième année, tous les artistes veulent venir. Donc le classement, il n'y en a qu'un, mais il y a beaucoup d'artistes qui veulent venir sur le plateau, donc il faut faire une sélection. Parce que oui, il faut préciser que si les artistes n'étaient pas présents dans le classement, ils ne pouvaient pas venir sur le plateau du Hit Machine. Alors oui et non. Dans le sens où, comme je l'ai dit, l'émission a vite remporté un succès et nous, on était très contents de faire découvrir des artistes qui n'étaient pas forcément classés et qui après devenaient, pas tous, mais certains, des stars. Moi, je me souviens de David Guetta, où personne ne voulait vraiment l'inviter parce que c'était un DJ, et il démarrait. Nous, on l'a fait, etc. Alors, je ne dis pas que c'est grâce au Hit Machine qu'il est devenu une star, mais en tout cas, on a vraiment contribué à son développement, parce que nous, on y croyait, tout simplement. Et est-ce qu'il y a des artistes qui ont profité de cette émission, donc du Hit Machine, pour lancer leur carrière ? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui ont lancé leur carrière au Hit Machine, mais je sais que le Hit Machine a lancé beaucoup d'artistes. Je pense à Lame, je pense à La Rousseau, je pense à Lara Fabian, qui a fait une de ses premières télés françaises au Hit Machine. Oui, il y en a eu beaucoup. Et c'était même devenu une espèce de passage obligé où forcément, que ce soit les nouveaux artistes ou les artistes confirmés, venaient faire leur single au Hit Machine. J'ai même le souvenir de la comédie musicale, non pas celle-ci, Notre-Dame de Paris, qui avait un petit peu de mal à démarrer, avait un peu de mal à vendre des places. Et le jour où ils sont venus pour chanter la fameuse chanson Belle, c'est là où tout a démarré et surtout ils ont commencé à vendre des disques et à vendre des places. D'ailleurs, tu te souviens du nombre de téléspectateurs présents chaque samedi devant M6 ? En millions de téléspectateurs, ça représente quoi ? Je crois qu'on était autour des 3 millions à peu près, mais il y avait que 6 chaînes, donc c'est un peu logique. Mais oui, le Hit Machine, le succès ne s'est jamais démenti, quoi. Ça a toujours été... Mais à notre grande surprise, parce que il ne faut pas oublier que c'était, comme tu l'as dit, à 10h20, 10h30 le samedi matin. Et nous, au départ, on se disait, mais personne ne va regarder la télévision le samedi matin à 10h20 ou 10h30. Et bien, on se trompait. Et comment s'explique ce succès ? Comment avez-vous réussi à attirer le public sur cette case du samedi matin ?
Je crois que d'abord, en fait, on a su créer un rendez-vous et que la télévision, les rendez-vous sont très importants à la télé. Et ensuite, parce que je crois que c'est un carrefour incroyable le samedi matin, parce que vous avez à la fois celui qui est sorti la veille, qui va regarder ça d'un œil ouvert, d'un œil fermé. Il y a aussi ceux qui font le ménage et qui mettent ça en fond sonore. Vous avez, il y a un jeune sur deux qui va à l'école, donc voilà, il regarde. Et puis il y a un truc aussi qu'on avait remarqué, sont les parents. Les parents qui regardaient parce qu'ils disaient, bon, mon fils n'arrête pas de me casser les pieds avec un tel ou un tel, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Et voilà, donc ce carrefour faisait que tout d'un coup, effectivement, ça crée une audience. Ouais. Et cette émission était donc diffusée le samedi matin, mais tournée le mercredi avec l'enregistrement de 2 numéros. Exactement, on tournait 2 numéros tous les 15 jours, ce qui était très pratique parce que ça laissait vraiment le temps aux équipes de travailler. Et puis voilà, nous, ça nous faisait un bon rythme sympa. On savait que le mercredi, une semaine sur deux, on avait une grosse journée. Parce qu'aussi tu partais aux États-Unis le restant de la semaine, c'est ça ? Oui, alors ça c'est autre chose. C'est-à-dire que en fait, le Hit Machine a commencé en 95 et moi à partir de 2002, je suis allé vivre aux États-Unis et donc je revenais effectivement tous les 15 jours pour présenter l'émission. Ce qui est très pratique quand vous habitez par exemple comme moi à Miami au mois de décembre où vous dites à vos amis allez salut à dans 15 jours et que vous savez que vous avez retrouvé le soleil et éventuellement une piscine. Mais voilà. Et pour en revenir au Hit Machine, il paraît d'ailleurs que l'émission commençait souvent dans les coulisses avec une bonne ambiance avec les artistes. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un garçon qui s'appelle MC Solar qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, il m'a dit moi j'adorais venir au Hit Machine parce que l'émission commençait déjà voilà, dans les coulisses sur le parking, quoi. Il y avait une vraie ambiance, on a su, mais que ce soit les artistes, les gens qui les accompagnaient, les gens qui travaillaient en coulisses, voilà, il y avait une vraie ambiance sur ce plateau, on rigolait beaucoup, on se marrait, au point où il n'y a pas très longtemps on a enregistré un Prime, une émission spéciale, et on a retrouvé un peu ça, c'était plaisant de se retrouver, de revoir Matt Pokora, de revoir Jennifer, et de tout de suite se remettre dans une espèce d'ambiance un peu potache, un peu marrante. Et pour en revenir à l'émission de l'époque, combien de temps prenait l'enregistrement d'une émission et combien de temps faisait-elle une fois montée ? Alors la particularité du Hit Machine, alors, c'est vrai que nous on tient ça de chez De Chavannes. Avec De Chavannes on a fait beaucoup de directs. Donc pour nous c'était inimaginable de faire des émissions longues, enregistrées. Donc on enregistrait dans les conditions du direct. Du coup il n'y avait pas de montage, il y avait du nettoyage ou du collage. Mais voilà, pour nous une émission, moi quand j'appelle un artiste, il est là, il est prêt et hop on enchaîne. Mais le côté émission qui dure longtemps, c'est pas trop notre truc. Et d'ailleurs, à propos de coulisses, j'ai appris que les premières saisons du Hit Machine étaient tournées au studio 102 de la Maison de la Radio, là où d'autres gros programmes à succès ont également siégé. Ce fut le cas de notamment Coucou c'est nous ou encore Ça se discute. C'est un lieu que vous connaissiez bien. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'histoire est bizarre, c'est-à-dire qu'on finit Coucou c'est nous sur le plateau du 102, déjà c'était énorme parce que pour moi le 102 ça représente évidemment beaucoup d'émissions mythiques qui ont été tournées là-bas et il se trouve qu'on revient avec une émission à nous et qu'on nous propose de la faire au studio 102, donc c'est encore plus mythique et c'est génial, quoi. C'est-à-dire que peut-être que le Hit Machine est rentré dans l'histoire de la télévision aussi parce que ça a été tourné au 102 mais qui très vite, malheureusement, est devenu un studio trop petit pour nous. Et du coup, vous êtes parti où ensuite ? On est parti à la Plaine Saint-Denis, on a récupéré un plateau un peu plus grand, et surtout ce qui était pratique, parce que quand vous tournez comme ça à la Plaine Saint-Denis, vous avez des gros volumes, ce qui vous permet, avec des hauteurs sous plafond incroyables, qui vous permet de faire une belle lumière. Et ce sont des anciens entrepôts, donc franchement, et on est allé comme ça de studios de plus en plus grands, pour finir, je crois, sur un 900 mètres carrés, alors qu'à la base, quand on a commencé, on n'a même pas commencé au 102, on a commencé au 101, qui était un tout petit studio, après le 102, et puis après, voilà, jusqu'à finir voilà, sur des très très grands plateaux. Et à l'époque de votre premier Hit Machine, ça vous a fait quoi d'avoir votre propre émission, du stress, de l'excitation ? Je crois qu'en fait, on ne s'en rend pas bien compte. Lorsque vous démarrez une émission, il y a tellement de trucs à gérer, il y a tellement de... que vous ne vous rendez pas compte que c'est la première... et puis surtout, en fait, c'est ce que les gens font. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on vous dit, tiens, les gens ont bien apprécié, quand dans la rue, on vous fait des compliments sur l'émission, etc., c'est là où vous commencez à prendre conscience que l'émission, vous ne l'avez pas seulement faite pour vous l'avez faite aussi pour les gens. Donc c'est là où on commence à prendre conscience. Mais au départ, on se rend compte de rien. Et on parlait il y a quelques instants des artistes français, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes internationaux qui sont venus également. Alors comment était perçue cette émission à l'étranger ?
Vous savez, les Américains, ils sont pragmatiques, ils sont très pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, les Américains demandaient à leur attaché de presse français ou leur maison de disques française, trouvez-moi le show qui fait le plus d'audience sur la plus grosse chaîne. Il se trouve que c'était pas nous, c'est plutôt TF1. Mais assez rapidement, toutes les variétés des autres chaînes se sont éteintes, et donc nous, on est devenu le plus gros show sur la plus grosse chaîne. Alors, en plus, on faisait de l'audience. Donc, à partir du moment où vous leur garantissez que c'est une émission où ils sont bien reçus, qui va être regardée et qui est plutôt sympathique à faire, ils viennent. Et est-ce que vous pensez avoir participé au succès d'M6 avec le Hit Machine, et donc à la petite chaîne qui monte de l'époque et qui est désormais bien montée? Je crois que c'est un tout, c'est-à-dire que la grande force et l'intelligence d'M6, d'abord, c'est de nous avoir fait une totale confiance. Moi, franchement, je ne suis pas sûr que sur une autre chaîne, on nous aurait laissé faire autant. Donc on a fait vraiment au feeling, on s'est dit tiens, on a essayé plein de choses, on a tenté plein de trucs. M6 ne nous a jamais rien dit. Donc ça, c'est vraiment une grande chance. Et puis M6 a la faculté de créer ses propres produits, c'est-à-dire et ses propres animateurs. Parce qu'avant M6, on n'était pas très très connus. Donc voilà, c'est un tout. Alors de là à dire que c'est nous qui avons apporté M6, je ne sais pas. Mais en tout cas, M6 a su vraiment travailler en très grande intelligence, ce qui ne m'étonne pas parce que vous remarquerez que les dirigeants qui étaient là en 1987 quand la chaîne s'est créée sont toujours les mêmes en 2023. Ça veut dire un petit peu quelque chose. Et certains animateurs aussi, c'est vrai que les animateurs d'M6 sont très fidèles à leur chaîne. Et souvent, c'est vrai que les animateurs y restent. Et nous, on nous a fait quelques propositions ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a une attache particulière, je dirais même familiale avec M6. Et du côté des artistes, il y a aussi eu toute la période boys band des années 90. Alors, est-ce que j'ose également parler des Top Boys et de votre tube Le Feu ça brûle, ou est-ce que vous êtes un petit peu lassé des questions autour de ce succès ? Moi, je ne serais jamais lassé des Top Boys, jamais lassé de ce phénomène incroyable qui est apparu effectivement dans les années 90, en 96 si ma mémoire est bonne, où tout d'un coup on voit déferler des garçons qui chantent ensemble, qui dansent et ça crée des émeutes. Moi, je dis souvent, j'ai pas connu Claude François, j'ai pas connu les Beatles, donc je savais pas très bien ce que c'était que l'hystérie collective, les émeutes. Là, je l'ai bien vu, c'est-à-dire les acouphènes quand vous rentrez du travail, les fans qui sont là à 8h du matin pour une émission que vous avez tournée l'après-midi, les envahissements de plateau, enfin, j'avais jamais connu ça. Et en plus, c'était une vraie période un peu dingue, un peu d'insouciance, où on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup rigolé, que ce soit avec les boys bands français, les anglo-saxons, avec les Spice Girls, on a eu des moments incroyables. Donc pour moi, non, c'est une période vraiment sympathique que je ne suis pas prêt d'oublier. Et en plus, cerise sur le McDo, on fait un titre qui devient lui-même un tube. Donc franchement, je ne pourrais pas me lasser. Du coup, tu m'autorises à en diffuser un petit extrait. Mais bien sûr, allez, on écoute. C'est parti alors. Et pour chasser l'ennui, moi je suce des cailloux. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Et du coup, grâce à ce titre, est-ce que vous avez eu, vous aussi, des groupies également ? Ça, c'était assez amusant parce que, en fait, on jouait un faux groupe. On jouait un groupe qui venait de nulle part. Voilà, c'était pas pour se moquer, c'était vraiment pour rigoler. À la base, c'était même pas un disque. On avait fait ça en séquence. Et pour la petite histoire, il se trouve que quelques semaines plus tard, après avoir fait notre petite rigolade dans l'émission, voilà, on l'a fait, on l'a mis sur le côté. On nous annonce qu'il y a un Dance Machine spécial Boys Band à Bercy et on nous demande de faire des plateaux. Donc on se dit, bah oui, on va venir faire des plateaux, mais en plus, on va chanter notre chanson. Alors, même s'ils étaient un peu frileux, parce qu'ils disaient, attention, les gens vont payer leur place. Et on s'est dit, oh, on le fait quand même. Et donc, on fait ça à Bercy. On le fait à la fin, parce qu'on n'est pas fous. Et ça remporte un tel succès, les gens rigolent avec nous, chantent avec nous. Et je pense que voilà, tout de suite, ils ont compris que c'était une farce. Ils ont compris que c'était juste pour se marrer. Donc, ils se sont pris au jeu et en nous prenant comme un vrai faux groupe, en fait.
Alors, il faut savoir que ce titre a été composé par David de David et Jonathan. Il y a d'ailleurs quelques notes communes avec le titre « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» Alors, il n'a pas été composé par David, il a été composé par moi. Ah pardon, désolé. Il a été écrit par Lulu, attention quand même. Non, en fait, on travaillait beaucoup, déjà depuis De Chavannes, on travaillait beaucoup avec David, qui est un excellent musicien. Hein. Et quand on a commencé à travailler sur les arrangements, parce que c'est lui qui a fait les arrangements, il a glissé ses premières notes, etc. Et voilà, on l'a gardé parce que c'était un formidable clin d'œil. Mais on a beaucoup travaillé avec David. Et est-ce qu'on peut juste rappeler le temps que t'as pris la composition de cette chanson ? Oh, en composition. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Et après, j'ai confié ça à Lulu qui a écrit le reste, et notamment, et lorsque vient l'ennui, moi je suce des cailloux, qui restera à mon avis gravé dans les annales de la chanson française. Donc ça n'a pas dû nous prendre longtemps. Mais toujours pareil, c'est vraiment un truc, on s'est marré en le pensant, on s'est marré en l'écrivant, on s'est marré en l'enregistrant, on s'est marré en le faisant, on s'est marré quand on a fait le clip. Voilà, et jusqu'au disque d'or, on s'est dit, bah là, quand même, bah oui, il y a eu les Beatles, les Rolling Stones et les Top Boys, musicalement parlant. Est-ce que tu te souviens du nombre d'exemplaires vendus ? Je pourrais pas compter, mais je crois que on peut dire, je crois qu'au-delà des 800 000, facile. Ouais. C'est énorme. Oui, surtout à l'époque, on vendait beaucoup de disques. Aujourd'hui, un peu moins, mais c'est vrai que ça dépasse l'entendement. Et puis pendant qu'on est dans l'humour et les parodies, quand on repense au Hit Machine, on se souvient forcément de Lulu qui essayait tout le temps de te déstabiliser en lançant des vannes, en racontant des blagues. Et je me suis toujours demandé comment tu arrivais à garder ton sérieux, ou un semblant de sérieux du moins. Non, mais avec Lulu, on triche pas. C'est-à-dire que, en fait, il est comme ça dans la vie. C'est-à-dire que voilà, si on va déjeuner au restaurant, il va sortir des blagues, etc. Voilà. Et c'est vrai que son grand jeu, c'était d'essayer de me déstabiliser. Donc, moi, j'essaie de me concentrer surtout, alors ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Lui, il avait une grande force, c'est qu'il enlevait son micro et il me disait des horreurs à l'oreille. Et donc, le jeu, c'était quand même d'essayer d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est un pirate de l'air, quoi. Voilà. Mais à aucun moment, vous avez dû refaire des prises ? Très rarement, parce que j'essayais toujours d'aller au bout. Quelquefois, vraiment, j'éclatais de rire. Et puis moi, il y a un signe. Dès que je commence à pleurer de rire, c'est que voilà, ça y est. Et il a réussi son coup. Et pour en revenir à l'émission, il faut savoir que le Hit Machine n'était jamais en vacances. C'est-à-dire que vous animiez 52 émissions par an. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est arrivé... c'était en cours d'année, Nicolas Taverneau nous a dit « Ah non, mais l'émission ne s'arrête pas, hein, moi j'en veux toute l'année. » Ok, voilà, donc c'est vrai que c'est une des rares émissions qui ne s'arrêtait jamais. Et en été, vous partiez même à l'étranger. Hein. Mais ça, c'était génial, parce que imaginez, vous faites une émission, elle fonctionne, et on vous dit « Allez, cerise sur le gâteau cette fois, vous allez partir au bout du monde, et vous allez nous rapporter des images, et puis vous allez... » Voilà, donc c'est vrai qu'on est allé dans plein de pays, aux États-Unis, etc., en Égypte, on a fait des croisières, enfin, c'était magique. Le paradis. Oui, vraiment. Et puis l'émission a eu le droit à quelques primes, mais il paraît que la direction n'était pas vraiment emballée par cette idée de diffuser l'émission en soirée. Alors oui, ça c'est vrai que le M6 était un peu, là aussi, frileuse, parce qu'ils avaient très très peur qu'en fait le prime affaiblisse les émissions hebdo. Et je vous dire, ça tombe très bien parce que nous, on n'a jamais été fanat des primes. Parce que les primes, à mon avis, ça veut dire un peu moins de liberté. Il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit, comment on se comporte, etc. Parce qu'il faut être beaucoup plus rassembleur. Donc, sincèrement, on ne s'est jamais battu pour faire des primes. Moi, je me souviens que le premier, il était juste extraordinaire. On avait fait un record d'audience parce que ce jour-là, il y avait tous les boys bands, il y avait Janet Jackson, il y avait les Spice Girls. Enfin, c'était une programmation de dingue. Donc l'audience était, je me souviens plus exactement, mais c'était hallucinant. Donc vous avez animé cette émission pendant 13 ans et en 2008, c'est toi qui fais le choix de ne pas rempiler pour une saison de plus. Est-ce que tu avais peur de la saison de trop ? Oui, c'est vrai. Alors, la saison de trop, c'est vrai. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Je me suis toujours dit, tout ce qui monte doit descendre. Et j'avais peur de ça. Je me disais, attention. Et puis, il y avait des choses qui étaient mécaniques. La crise du disque. Donc, on s'est dit, les Américains vont plus venir. Ce qui est le cas aujourd'hui. On s'est dit, attention, il y a la TNT qui arrive. La TNT, mécaniquement, on allait perdre des points, puisque vous offrez un choix beaucoup plus vaste. Voilà, donc... Et puis c'est vrai qu'avec Lulu, on est un peu orgueilleux, on s'est dit allez,
on finit tout en haut. Moi, je préfère que les gens, quand je les croise dans la rue, parce qu'ils m'en parlent encore, me disent « Oh là là, c'était bien, quel dommage », plutôt que « Ah, ils sont encore là, ceux-là », parce qu'on ne sait jamais dans la vie de la télévision. Et en novembre 2021, avec Lulu, vous avez retrouvé le Hit Machine pour l'enregistrement d'une émission spéciale 25e anniversaire. Alors, est-ce qu'en remontant sur la scène de cette émission, tu as ressenti une forme de nostalgie ? Est-ce que la télé te manque aujourd'hui, du moins de la manière dont vous la faisiez avant ? Alors, est-ce que la télé me manque ? Sincèrement, non. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que moi, j'ai toujours adoré ça. Mais j'ai toujours su aussi que la télé, ça s'arrêterait comme c'est venu, quoi. En plus, pour le coup, c'est nous qui avons fait le choix. Donc non, ça ne me manque pas. Et puis, il faut être honnête, je ne suis pas sûr qu'on retrouve les mêmes sensations qu'on a pu connaître, la même alchimie. Comme je disais, les Américains viennent plus. Donc ce serait difficile de faire une émission où il n'y a plus du tout d'Américains, de grandes stars. Les gens seraient déçus en disant « Oh bah tiens, avant, ils recevaient Mariah Carey, et puis là, elle ne vient plus ». Non pas qu'il ne faut pas dénigrer les artistes d'aujourd'hui, ni se dire, mais ce ne serait pas tout à fait la même chose, et ce serait un petit peu mentir sur la marchandise. Et sur la scène, tu as quand même ressenti une sorte d'excitation ? Ah, mais quand vous rentrez sur un plateau en courant et en interprétant « Je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu » et qu'il y a une vraie réaction du public, bien sûr, mais on a ça aussi en gala, parce qu'on fait beaucoup de galas, et on a ça en gala, alors il n'y a pas les caméras, mais on a ça, on a le rapport immédiat au public, et sincèrement, c'est sympathique, quoi. Et pour en revenir à la petite introduction « Je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu », qui a eu l'idée de ce titre ? Non, alors ça c'est encore moi, c'est encore une de mes idées. On est en 1995 et M6 doit nous présenter à la presse. Donc à l'époque il y avait des grandes conférences de presse qui étaient organisées. Et là je me dis attention, parce que sur M6 cette année-là, il y a toutes les plus belles filles de France qui arrivent sur la chaîne. Véronique Aloubry, Vanessa Demouy, Olivia Adriaco, enfin il y a plein de belles nanas. Et on se dit, mais la presse, jamais ils vont s'intéresser à deux Olibrius qui arrivent de nulle part. Donc on va faire aucun article. Et je dis à Lulu, on va faire un petit clip où on se présente. Voilà, je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu. À l'époque, c'était On vient sur M6 pour le Hit Machine. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. On est sur M6 pour le Hit Machine. Le samedi en compagnie d'Irène et Jessie. Le samedi en compagnie d'Irène et Jessie. Hey, 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 voilà, hey, ça vient comme ça. hey, Et on l'enregistre et on le balance à la conférence de presse et ça fait marrer tout le monde. Et du coup, les journalistes s'intéressent un peu à nous. Donc on se dit, c'est bon, on a gagné notre pari. Et après, je crois que c'est Lulu qui dit, on n'a qu'à le garder. Et c'est comme ça que c'est né. Et si tu devais retenir un ou deux souvenirs qui t'auraient marqué de cette époque Hit Machine ? Et je reviens juste un truc sur je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu. Je crois que, sans me tromper, que nous sommes les deux seuls animateurs au monde à s'être présentés systématiquement dans chaque émission. Et encore aujourd'hui, on dit, mais c'est lequel des deux, Charlie ? Mais ça, c'est drôle et ça me fait rire. Si je devais garder un souvenir, c'est compliqué parce que franchement, on a vécu tellement de choses incroyables, on a rencontré les plus grands artistes du monde à qui on a serré la main, avec lesquels ça s'est bien passé. Johnny Hallyday était juste génial parce que il n'avait pas besoin de nous au départ, il n'avait pas besoin d'aller au Hit Machine, mais ça le faisait marrer. Renaud, c'est pareil. Donc la liste est longue. J'ai un souvenir d'une séance photo complètement lunaire avec Marilyn Manson. Marilyn Manson, Charlie Lulu, c'est trois mondes, c'est même pas deux mondes. Voilà, donc des souvenirs, j'en ai plein. Et voilà, et je raconterai ça à mes petits-enfants en leur disant « Regardez, c'est papy !» Et puis pour terminer cette interview passionnante, on va parler de ton actualité maintenant, puisque tout ce que tu as pu apprendre de tes débuts jusqu'à maintenant, autant en animation qu'en production, tu le transmets désormais aux étudiants. Oui, donc je suis professeur référent, paraît-il, au Studio École de France, et c'est génial parce que pour un garçon comme moi, justement, qui a appris beaucoup de choses sur le tas, qui a rencontré beaucoup de gens, qui a pu traîner un peu sur les plateaux de télévision, qui a pu rencontrer de grands réalisateurs, c'est juste génial de pouvoir transmettre aujourd'hui à des étudiants qui ont 20 ans et de leur dire attention à ci, attention à ça, présentez-vous comme ci ou comme ça. Voilà, parce que pour moi, je suis en train de boucler la boucle, donc c'est génial. Et en parallèle de ça, comme je l'ai dit, on fait des galas, on fait des tournées,
On refait de temps en temps des émissions sur M6 ou sur W9. Enfin, franchement, il y a plus dur, il y a plus compliqué. En tout cas, c'est un joli parcours et puis merci surtout d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci Laurent. À très bientôt. À très bientôt dans l'ombre des médias. Voilà, nous arrivons au terme de cette première vidéo de la 3e saison de l'ombre des médias. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec l'interview de Fred Wayne pour découvrir son métier d'illustrateur et vidéographiste. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver tous les épisodes déjà en ligne des 2 premières saisons avec de nombreuses interviews passionnantes. À très vite dans l'ombre des médias.